Donc je suis toujours Sandra Dupré, je travaille toujours chez Octo Technologies. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de machine learning et pourquoi c'est important de commencer à vraiment entreprendre d'en intégrer dans vos applications. Donc on a de plus en plus de canaux de diffusion d'informations, on a de plus en plus d'informations qui nous arrivent et notre cerveau n'est plus vraiment capable de capter et de traiter autant d'informations. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de mal de discerner la vraie information du bruit ambiant. Et c'est là où notre smartphone peut vraiment devenir intéressant. Il peut devenir une source, une plateforme de condensation d'informations qui sera capable de discerner pour nous le bruit de l'information dont on a envie ou dont on a besoin. C'est un petit peu l'exemple qu'on peut prendre, c'est le flux d'articles de Google qui vous donne des articles qui correspondent aux thèmes, aux choses que vous aimez. Ça vous évite d'aller lire des pages et des pages d'articles sur différents sites. Et pour ça, on utilise le machine learning. Alors le machine learning, on entend beaucoup parler, on espère savoir ce que c'est. On entend surtout parler de réseaux de neurones chez nous, mais en fait, le machine learning, c'est plutôt tout ça. Même s'il est vrai que, comme on peut parler de TensorFlow aujourd'hui, on va parler de réseaux de neurones. Alors un réseau de neurones, c'est bien, c'est composé de neurones. Et un neurone, en fait, c'est deux parties. Une première partie qui est une opération linéaire. Donc les inputs entrent dans cette opération linéaire qui donne un résultat, qui ensuite passe par une fonction filtre qui applique un aléatoire dessus. C'est l'intérêt d'avoir des outputs différents selon le neurone dans lequel l'information va passer. Ensuite, cet output est relayé à un layer de neurones juste après. Ce qui donne au final un réseau neuronal convolutif. Ici, par exemple, c'est pour une image. Vous avez une première partie qui va s'occuper de traiter l'image, traiter l'information pour en déduire ce qu'on a envie de savoir. Et ensuite, la deuxième partie va vraiment classifier cette image pour en donner le résultat. Est-ce que c'est un chat, un chien, une chaise longue, peu importe. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on va appeler notre modèle au final. Alors les grands acteurs, ils ne nous ont pas attendus. Du côté de Google, on a sorti TensorFlow. Du côté d'Apple, on a CoreML. Cette année, ils sont allés encore plus loin. Du côté de Google, ils ont sorti MLKit, qui est un peu une boîte à outils dont on va parler après. Et du côté d'Apple, ils ont sorti CreateML. Mais ici, on va parler de TensorFlow, parce qu'on est au POG. Et TensorFlow, c'est un outil de calcul numérique haute performance, qui utilise des réseaux de neurones via deep learning, mais surtout, qui possède deux versions mobiles. C'est ça qui nous intéresse, qui est open source et qui à la base a été fait par Google Brain. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas data scientist, et élaborer totalement un modèle, prouver son exactitude, s'assurer de la valeur de mes données, de la qualité, de la quantité, je ne sais pas faire. Est-ce que j'ai envie de réinventer la roue aussi? Bah non, pas du tout. Tout ce que je veux, c'est regarder un objet et savoir à quoi ça ressemble, et du coup pour ça, je vais utiliser des modèles préentraînés. Un modèle préentraîné, c'est des modèles que des gens ont déjà entraînés sur des tas d'objets, par exemple, pour un modèle d'image, qui va être capable de vous labelliser des tas de choses, et vous allez pouvoir le réentraîner avec votre dataset pour le spécialiser sur un domaine. Vous allez pouvoir en trouver vraiment beaucoup sur, entre autres, le GitHub de TensorFlow. Vous avez tout un truc de modèles. Il y en a 3 qui sont officiels et plus connus, qui sont ces 3-là. Inception V3, Smart Reply et MobileNet. Celui que vous connaissez peut-être le plus, c'est Smart Reply. C'est de la reconnaissance de texte. C'est entre autres celui qui est utilisé aujourd'hui dans pas mal d'applications de Google pour vous proposer différentes solutions, différentes réponses de texte. Inception V3 et MobileNet, c'est de la reconnaissance d'image. Les deux ont été entraînés sur le même dataset, ImageNet. Sauf que la différence, c'est que là où Inception V3 est très précis, va vous donner de très bonnes réponses, il a aussi un poids qui est un peu dérangeant pour de l'embarquer. MobileNet, de son côté, a peut-être une précision un peu moins bonne, mais un poids qui peut être 10 fois inférieur à celle d'un modèle réentraîné sur Inception V3. Dans la suite du talk, on va réentraîner un modèle. Et comme on veut l'intégrer à une app Android, on va choisir MobileNet. On va le réentraîner sur quoi? J'ai trouvé un dataset sur Kaggle qui était assez sympa, où il y avait 10 races de singes qui étaient classées. Il y avait 250 photos par espèce. Les images étaient déjà classées. Du coup, la première étape, c'est de classer les images. Même si là, moi, c'était déjà fait, il est important de le savoir. On prend toutes les images, on les met dans des dossiers séparés et on nomme le dossier par le nom du singe en question. Ce qui permet après de, encore une fois, pas en réinventer la roue et de réutiliser le retrain qui est disponible sur TensorFlow. Là, encore une fois, c'est assez évident. Vous prenez
votre dossier d'image, vous le donnez en paramètres. Vous donnez aussi l'endroit où vous voulez mettre vos outputs, le modèle, donc le graph.pb, un modèle en protocole buffer, et vos labels, qui seraient le résultat des noms. Aussi, vous spécifiez quel modèle vous voulez utiliser, sur quoi vous voulez vous réentraîner. Ici, par exemple, c'est MobileNet, qui acceptera des images en 224 par 224. Vous pouvez aussi rajouter une option QuantOps pour utiliser un modèle qui est quantisized. Sauf que j'ai eu un problème quand j'ai entraîné ce modèle la semaine dernière, c'est que le modèle ne fonctionnait pas après avoir utilisé ce script. Du coup, j'ai cherché un peu, je n'ai pas forcément trouvé, du coup, j'ai réutilisé le script que j'utilise depuis le début, en fait, qui est celui du CodeLab, qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à comprendre et qui fonctionne pour le coup. Et au final, pour l'appeler, c'est à peu près pareil, à peu près les mêmes paramètres d'entrée. Alors, je vous ai dit, il y a un graph.pb, mais on a aussi un label.text. En fait, il sert à quoi? Il sert que quand vous donnez votre image, par exemple, à TensorFlow, il va faire tourner le modèle, et ce qu'il va vous donner, c'est un tableau de probabilité. Il va juste vous donner un tableau de probabilité, il ne va pas vous dire ce que c'est exactement. Et c'est là que vous allez pouvoir, en matchant ce tableau avec le label.text, savoir ce que c'est. Ici, par exemple, une personne. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux versions mobiles. La première, c'est TensorFlow Mobile, qui est vraiment complète, hein. C'est vraiment TensorFlow compacté pour le mobile. Donc c'est plutôt cool. Sauf que c'est aussi énormément consommateur, et au bout de 15 minutes d'utilisation, votre téléphone, vous pouvez avoir peur pour votre CPU. L'autre solution qui est plus adaptée et qui est faite pour, en fait, c'est TensorFlow Lite. TensorFlow Lite, c'est une solution allégée qui utilise des modèles en flat buffer. On va devoir faire une conversion, qui est optimisée pour le mobile, par contre qui ne supporte qu'une partie des opérateurs de TensorFlow. Ça peut avoir un impact, mais qui est considéré encore comme une contribution à TensorFlow. D'où c'est un problème. Quand il y a des modifications majeures sur TensorFlow, ça peut avoir des répercussions sur TensorFlow Lite, qui peuvent mettre un peu de temps avant d'être vues. On apporte aussi des optimisations qui sont assez sympas. La première, c'est celle-ci, qui permet de transformer notre modèle qui est initialement en float en byte. Grâce à ça, on a des modèles qui sont plus petits, plus efficients et aussi beaucoup moins consommateurs. La deuxième, c'est le freeze, parce qu'en fait, le modèle qu'on crée, il peut encore apprendre, mais sur mobile, on ne peut pas continuer à faire apprendre le modèle. Du coup, on lui coupe les branches inutiles pour la prédiction. Tout ce qu'on cherche à faire, vraiment, c'est prédire. Pour transformer mon modèle et faire tout ça, on utilise Toco, qui est le TensorFlow Lite Optimizing Converter, qui fonctionne des fois. Ça, c'est pas mal. Bon, au moment où j'ai voulu l'utiliser, il ne marchait plus tout seul. Il fallait l'utiliser avec Bazel. Apparemment, cette semaine, il s'est remis à marcher tout seul. Ce serait bien. Du coup, Toco, vous lui donnez l'input file, donc notre graph.pb, qu'on a réentraîné tout à l'heure. L'output, le graph.tflite, celui qu'on veut. On lui donne aussi les formats. Du coup, on passe d'un TensorFlow à un TensorFlow Lite. Et on lui donne l'inference type. Ici, float, parce que mon modèle n'est pas quantized. Si j'avais utilisé MobileNet quantized avant, j'aurais mis un quantized unit 8. Là. Du coup, c'est bien, j'ai mon modèle en flat buffer, maintenant je vais l'intégrer dans une application Android. Du coup, je prends le label.text que j'avais aussi tout à l'heure, je le mets dans mes assets. Je transforme mon image en byte buffer, ça c'est un peu lourd, mais on est obligé, TensorFlow Lite prend en entrée des byte buffers. La seule petite chose à voir, c'est le 4 qui est ici, qui est comme mon modèle est en float, je suis obligée de mettre un facteur 4. On crée notre interpréteur, donc il suffit de lire notre modèle dans un file input stream et de le mettre dans l'interpréteur, tout simplement. On lit aussi nos labels au passage, pour pouvoir les utiliser après. Et on run tout simplement. On cherche à reconnaître un singe, on transforme notre image en byte buffer. On crée aussi un tableau d'output qui va recevoir nos résultats après, et on lance. À la fin, on a juste à mapper les deux, à les trier, à récupérer le premier, et à display qu'on est content et qu'on a de notre race de singe. Alors TensorFlow Lite, c'était vachement bien, mais du coup, ça a encore évolué. Et maintenant, on a MLKit. MLKit, c'est pas une évolution de TensorFlow Lite en soi, c'est plutôt une boîte à outils. Une boîte à outils qui contient Mobile Vision, petite API de Google Cloud API qui a fini là aussi, et TensorFlow Lite. Depuis, du coup, Mobile Vision est deprecated. Côté donc, API, vous avez de l'OCR, de dispo, de la détection de visage, de la lecture de code barre, de la labellisation d'images, de
la reconnaissance de points de repère et bientôt du Smart Reply, justement. La plupart sont dispo online, sauf la lecture de code barre, je crois, et offline, toutes dispo aussi, sauf la reconnaissance de points de repère. La différence entre les deux, c'est que online, bien sûr, vous aurez des meilleurs perfs et des résultats plus grands que offline. Par exemple, la labellisation d'images, vous aurez accès à beaucoup plus de labels différents online qu'offline. Par contre, il faut être prêt à payer. C'est cher. On va prendre comme exemple la détection de visage. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est une app où, tant que vous ne souriez pas, elle vous raconte des blagues. Au moment où vous souriez, elle arrête. Donc, on crée un Firebase Vision Face Detector. On lui dit qu'on veut toutes ces options, tout ce qui peut nous ressortir. Et on crée donc notre détecteur, qui est en fait un classifieur. Donc, pour la détection d'image, on lui donne le bitmap. Là, on le transforme directement, on n'a pas besoin de passer par un byte buffer. On lance le détecteur. Et en cas de succès, on récupère une liste de visages, on prend le premier, on prend sa smiling probability, et si elle est au-dessus de 70%, on dit que la personne sourit. Sinon, c'est que ça ne va pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est les custom modèles. Parce qu'on s'est embêté à faire un modèle avant, on veut le réutiliser dans MLKit. Et ce qui est bien, c'est qu'MLKit, c'est une partie de Firebase maintenant, et que du coup, on peut avoir notre modèle online. Donc pour ça, on va sur Firebase, on clique sur « Ajouter un modèle personnalisé », on tape le nom du modèle, et on l'importe. Et enfin, vous avez votre modèle qui est dispo sur Firebase. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi le mettre à jour quand vous voulez, et il sera dispo sur Android, sur iOS, peu importe. Une fois que vous avez mis votre modèle là, vous avez bien récupéré les Google Services, etc. Vous pouvez décider d'où vous allez mettre votre modèle. Du coup en local, à distance sur Firebase, ou les deux. Les deux, c'est ce qui est préconisé. Et on va pouvoir initialiser tout ça. Alors ça ressemble énormément au final à TensorFlow-Lite, ce qu'on va voir. C'est vraiment qu'une surcouche pour le coup. Donc on a des data options. Donc en input, ici, c'est un float, parce que mon modèle n'est pas quantized. Sinon, il aurait fallu mettre un byte. Alors pareil, on lit nos labels encore une fois. Voilà. On initialise notre source locale, donc, qui est dans les assets, assez facilement, pareil. Et notre source distante surtout. Ou surtout, et c'est ça qui est important, on lui donne des conditions. Les conditions, c'est quand je vais télécharger mon modèle. Un modèle, c'est gros. Ça peut être consommateur en réseau, en batterie. Donc on peut dire quand on veut le télécharger. Par exemple ici, j'attends qu'il y ait du Wi-Fi. Mon modèle, il fait que de MO, c'est pas tant que ça, il n'y a pas besoin de la batterie. Enfin, on peut tirer sur la batterie, mais par contre le Wi-Fi, ça commence à être assez nécessaire. Vous pouvez demander à que l'utilisateur soit en charge ou que le téléphone soit en veille. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous ne pouvez pas mettre les mêmes conditions, que ce soit le premier téléchargement ou les téléchargements suivants. Ça va être un peu plus lâche sur le premier et laisser passer sur les seconds. Du coup, ensuite, on crée vraiment notre interpréteur. Donc, on enregistre notre source locale et notre source distante. Et on crée notre interpréteur aussi simplement que ça. Enfin, on va pouvoir utiliser celui-là. Donc, on prend notre input, on le transforme en byte buffer. C'est vraiment qu'une surcouche à TensorFlow. Et on le run avec nos data options. Le résultat, encore pareil, on récupère l'output, on match et on sait quel singe on a sorti. En cas d'erreur, on display une erreur. Hop. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, on prend en photo un singe. Et assez vite, il va reconnaître que c'est un patas monkey, à 93%. On est assez content. Et on recommence. Bon là, on a un résultat encore meilleur. Il va nous dire qu'il est presque sûr à 100%. On peut se douter que l'image a été dans le dataset. Donc c'était plus facile. Du coup, ça marche. Mais en fait, il y a pas mal de problèmes, que ce soit avec MLKit ou TensorFlow-Lite, qu'il faut souligner avant de l'utiliser, surtout quand on s'amuse avec. Le téléchargement du modèle sur MLKit, il est long et complètement aléatoire. Moi, j'ai supprimé la source locale en me disant je vais uniquement utiliser la source distante, parce que c'est quand même plus sympa. Au bout de 15 minutes, j'avais toujours pas mon modèle. Je me suis dit, bon, c'est bon, mon modèle, il fait 2 MO, faut peut-être pas exagérer. J'ai kill mon app, j'ai redémarré, et là, il était accessible. Donc, il y a un problème de lecture au niveau du modèle, une fois le modèle téléchargé. Aussi, on n'a aucune indication sur le pourcentage de téléchargement. Ça m'aurait assez aidé pour savoir si mon modèle était déjà présent ou pas.
Donc vous ne pouvez pas dire à vos utilisateurs, patiente encore un petit peu, ton modèle arrive bientôt. Votre app est complètement inutilisable en attendant. Quid des bugs de TensorFlow-Lite? Donc MLKit, ça rend une surcouche à TensorFlow-Lite. TensorFlow-Lite, on a vu des bugs régulièrement arriver, repartir, des longues corrections. Et j'irais même plus loin, quid de Toco et des quantized models, qui sont honnêtement une plaie en général, qui changent, vos scripts changent régulièrement. Il y a toujours une erreur qui s'immisce assez régulièrement. La documentation, elle est légère, voire inexistante. Il faut être prêt à aller farfouiller dans les issues GitHub en espérant que quelqu'un y ait répondu. Et les exemples, ils sont peu compréhensibles, voire le code est relativement très sale. On prend par exemple le code là de MLKit qui est sorti quand même cette année, qui utilise une caméra dépréciée et le code, c'est chaud. Et je parlerai juste vite fait du côté API, qui est très cher. Vous avez le droit à 1000 appels gratuits, ensuite direct ça paye, donc même pour tester en tant que développeur, c'est un peu limite, quoi. Donc je vais mettre mes slides sur Twitter. J'ai 2 articles sur le sujet sur Medium, si vous voulez. Et voilà les références. Merci. S'il y a des questions. Ou pas. Ou pas. Max? Oui? Une petite question sur TensorFlow-Lite. On sait que la performance de ces algos sont très dépendantes du dataset qu'on a au départ. Il faut bien travailler pour l'enrichir. Donc ce qu'on fait généralement, c'est de l'augmentation de data avec tout un tas de variations pour avoir un algo qui est invariant à toutes ces transformations. Est-ce que dans TensorFlow-Lite, il y a ces outils pour faire la data computation? Non. L'outil, il est dans TensorFlow au final. Enfin, TensorFlow-Lite, c'est vraiment qu'un format qui a été fait pour le mobile. Et c'est du coup cette étape de transformation entre ton modèle TensorFlow et le modèle TensorFlow-Lite que tu vas avoir envie d'utiliser qui fait l'existence de TensorFlow-Lite, quoi. Et la taille du modèle que tu obtiens à la fin? Alors, j'ai fait 2 modèles comme ça de reconnaissance d'animaux. Le premier reconnaissait 250 races différentes de chiens et j'avais un modèle de 5 émaux. Et là, pareil, je dois être à 3-4 pour celui-là. Donc, c'est pas... Divisé par 5 par rapport à Ouais, voilà, c'est très réduit. C'est adapté, quoi. On l'a remarqué. Ouais, et du coup, une question sur le modèle. Est-ce que tu maîtrises le moment où il est téléchargé? Par exemple, est-ce que ça peut être la nuit? Ou est-ce que c'est forcément au démarrage de l'app? Est-ce que tu as des... Bah, du coup, c'est comme il y a 3 conditions. La première condition que tu peux appliquer, c'est d'avoir du Wi-Fi. La deuxième, c'est que le téléphone soit en charge. Et la troisième, c'est que le téléphone soit en veille. Et du coup, ça va démarrer même si l'app n'est pas au premier plan? Ah, ça, je sais pas. Parce que c'est vrai que la nuit, ça semble être un bon moment pour mettre à jour son modèle. Voilà. Okay, merci.